Si les pays de l'AES décident de quitter la CEDEAO, ils ont le plein droit parce que ce sont des pays souverains et cela n'aura aucun impact sur la coopération entre le Mali et le Sénégal. Déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko à la fin de sa visite ici au Mali. C'était au cours d'un dîner avec le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Les femmes parlementaires sont réunies depuis ce matin à Banankoro pour réfléchir sur la thématique communication, paix, sécurité, cohésion sociale. Le but est d'amener ces dernières à faire des propositions concrètes pour l'instauration d'une paix durable. Fin au Burkina Faso des travaux de la 11e conférence des ministres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. Parmi la vingtaine de résolutions, le changement de dénomination de l'organisation, le ministre Andogoli Guindo a pris part aux travaux. Dans la chronique judiciaire, Gadibou Pérou nous ouvre les portes des tribunaux pour nous parler du rôle du procureur de la République. Quelles sont ses compétences? Comment le saisir? Les réponses dans cette édition. Voilà les titres, chers téléspectateurs. Bonsoir et merci de renouveler votre confiance à ORTM 1. Fin hier de la visite d'amitié et de travail du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Avant son départ, le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, lui a offert un dîner. Occasion pour le Premier ministre Sonko de réaffirmer le soutien de son peuple à celui du Mali. Il s'est exprimé en ces termes: si les pays de l'AES décident de quitter la CEDEAO, ils ont le plein droit parce que ce sont des pays souverains et cela n'aura aucun impact sur la coopération entre le Mali et le Sénégal. C'était en présence de Mamari Koné et de Aliou Touré. C'est autour des notes musicales de la kora, un instrument de musique commun au Mali et au Sénégal, et dans la pure tradition que se sont retrouvées les deux délégations pour ce dîner offert par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Occasion tout trouvée pour échanger sur la vision commune des responsables des deux pays. En prenant le premier la parole, le Dr Choguel Kokala Maïga a rappelé les conditions dans lesquelles sont intervenues les transitions au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il faut reprendre notre destin en main. C'est ce que les Maliens ont fait. Ils se sont mobilisés, ils ont parlé, ils ont manifesté. Et au bout d'un certain temps, comme pour délivrer le peuple malien, certains membres des forces armées et de sécurité du Mali sont venus au secours pour arrêter la dérive. Au Burkina Faso, c'est un soulèvement militaire à cause de l'instauration du terrorisme. Au Niger, c'était la même chose. Il y avait un président élu, il y avait une assemblée normale, mais les militaires mouraient par milliers aussi. Selon le Premier ministre sénégalais, cette visite qui était attendue a permis de magnifier l'excellence des relations entre les deux pays. Il dit d'ailleurs respecter les choix faits par les autorités maliennes pour la sauvegarde de la souveraineté du pays. Si les pays de l'AES décident de quitter, ils ont plein droit de le faire parce que c'est des pays souverains. Les accords de la CEDEAO ne lient pas les gens de manière inaliénable. Il se trouve que par le fait de l'histoire que nous avons subi, et c'est pourquoi cette année nous avons décidé de célébrer pour la première fois et de faire une très grande célébration de l'événement de Thiaroye 44 qui a vu l'exécution lâche par la France de soldats africains, même si ils portaient le nom de tirailleurs sénégalais, ils étaient loin d'être tous des Sénégalais. Je ne crois pas que les Sénégalais étaient les plus nombreux d'ailleurs. Ce devoir mémoriel qui nous incombe à tous de pouvoir expliquer à nos enfants ce qui s'est passé dans nos relations avec le reste du monde, aussi loin qu'on puisse remonter. Des remises des cadeaux, dont une kora par l'artiste Sidiki Diabaté, au chef du gouvernement sénégalais ont été des temps forts de cette soirée. C'est aux environs de 23 heures que l'avion transportant le Premier ministre Ousmane Sonko a quitté Bamako direction Dakar. Juste avant ce dîner, le Premier ministre avait reçu en audience les membres de Kora Group Mali et les maires et fêtières pour le développement de la région de San. La délégation sanoise est venue remercier le Premier ministre pour avoir parrainé les 3 précédentes éditions du 5e.
Quant aux membres de Cora Group Mali, ils ont remercié les autorités de la transition pour leur soutien lors du décès de Toumani Diabaté. Nous retrouvons Mamari Koné et Aliou Touré. Quelques semaines après le rappel à Dieu de Toumani Diabaté, Cora Group Mali est venu remercier le président de la transition, le Premier ministre, l'ensemble des autorités de la transition et le peuple malien pour leur soutien en ces moments difficiles. Ce moment de reconnaissance a été mis à profit par le groupe pour échanger avec le Premier ministre sur certains projets. Vraiment, on voulait les remercier pour leur participation active depuis le décès de notre père, de son décès jusqu'à la cérémonie des obsèques. On a vu leur présence de part et d'autre depuis les premiers jours d'obsèques jusqu'aux cérémonies officielles. Vraiment, on a eu un défilement de tous les membres du gouvernement, donc on souhaitait les remercier. Les maires et fêtières pour le développement de la région des Sangs sont venus aussi remercier le président de la transition et le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga pour leur appui à l'organisation des 3 dernières éditions du Sankemo. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier pour toutes les actions que vous menez en faveur de la transition. Nous profitons aussi de l'occasion pour exprimer notre soutien total à la transition. Nous exprimons notre soutien total à notre vaillante armée et prions pour le repos des âmes de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur et prompt rétablissement aux blessés. Cependant, Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous tenons à vous informer que la jeune région de Sang a beaucoup de défis à relever, entre autres le domaine de la santé. Donc, les différents CCRF de Sang et de Touminia manquent de matériel, d'équipement, de plateaux techniques de santé, de spécialistes, d'infrastructures adéquates et manquent d'équipement dans les salles de réanimation. En plus, beaucoup de routes ne sont pas bitumées et ou sont en état de dégradation avancée. D'accélérer l'opérationnalisation de la région de Sang. Pour sa part, le Premier ministre dit prêter une oreille attentive aux doléances des Sanois. Le problème, c'est qu'il y a trop de difficultés au Mali actuellement. On a laissé le pays longtemps sans ressources, sans travail. La question de sécurité est une priorité aujourd'hui. Parce que sans la sécurité, tout le reste là, ça ne peut pas marcher. Mais là-dedans, il y a des urgences qu'on peut choisir. Par exemple, la question de santé des populations, la question de nourriture des populations. Le Sankemo, faut-il le rappeler, est un rite de pêche collective qui a lieu à Sang tous les 2e jeudis du 7e mois lunaire pour commémorer la fondation de la ville. Ouverture ce matin à Banankoro d'un séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité, une initiative des femmes du CNT sur financement du PNUD. Pendant 3 jours, les femmes parlementaires devront faire des propositions allant dans le sens de la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Le reportage de Alucine Touré. Former et informer les femmes du CNT en matière de préservation de la paix et de la sécurité du vivre ensemble et sur les enjeux de la communication, le tout dans la perspective des recommandations du dialogue intermalien portant entre autres sur l'implication des femmes dans la consolidation de la paix entre les Maliens. C'est l'objectif de ce séminaire qui regroupe les femmes parlementaires du CNT. Le PNUD s'est montré intéressé par une telle perspective et s'est décidé à appuyer les femmes parlementaires. Cet atelier qui nous réunit ce matin est organisé dans le cadre de l'appui technique et financier du PNUD, dans le cadre du mécanisme de facilité africaine d'appui aux transitions inclusives, connu sous le sigle de AFCIT. L'objectif de ce mécanisme est d'accompagner les autorités nationales dans leur effort de consolidation de la paix et de cohésion sociale en vue de renforcer le contrat social entre les populations et l'État. L'occasion a été saisie par la présidente du réseau pour attirer l'attention de ses sœurs sur les enjeux liés à la consolidation du processus de paix si cher à nos autorités. L'engagement des autorités qui impliquent les femmes dans le règlement des conflits, conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité, est de plus en plus une réalité sous le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, du Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Choguel Kokala Maïga, de l'honorable Malik Diaw, qui n'a ménagé aucun effort pour que cet atelier ait lieu dans les meilleures conditions possibles. Nous devons nous approprier les conclusions et recommandations du dialogue intermalien pour leur application dans leurs meilleurs délais.
Je peux dire, sans risque de me tromper, qu'une rencontre qui implique les femmes est toujours un élément clé et essentiel dans le cadre de la résolution des conflits et du vivre ensemble. Chacune d'entre nous, ici présente, a la capacité de faire évoluer significativement et définitivement les choses dans le sens de la paix et du développement. La représentante du président du CNT, non moins deuxième vice-présidente de l'institution, a mis l'accent sur les objectifs du séminaire. Femmes, paix et sécurité, communication, cohésion sociale, sous langue sensible au genre, sont aussi des thématiques au cœur de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si l'objectif général de cet atelier est de renforcer les capacités des femmes sur la paix et la sécurité, ainsi que sur la communication, les objectifs spécifiques sont, entre autres, de renforcer les capacités du réseau des femmes parlementaires du CNT, d'informer et de former les femmes du réseau des femmes parlementaires du CNT, d'échanger et engager des discussions pour mieux élucider les membres du réseau des femmes parlementaires du CNT. Avant de démarrer les travaux, les femmes parlementaires ont observé une minute de prière en la mémoire de leurs collègues et sœurs, la Laïcha Sissé, arrachée à l'affection de tous le vendredi 8 août dernier. Le monde a célébré hier la Journée internationale de la jeunesse. Le thème national de l'édition 2024 est la jeunesse malienne dans la lutte contre le terrorisme à travers la digitalisation pour un Mali émergent. Les jeunes sont conscients de leur rôle dans la lutte contre ce fléau. Pour les spécialistes en TIC, l'innovation et la vigilance des jeunes sont des armes contre le terrorisme. Seydou Traoré et Mamadou Sidibé sont allés à la rencontre de certains de ces jeunes leaders suivants. Digitaliser pour lutter efficacement contre le terrorisme, c'est la perception des jeunes interrogés dans la capitale en lien avec le thème de la Journée internationale de la jeunesse. Conscients des défis liés à l'émergence, beaucoup de nos concitoyens se retrouvent dans la thématique nationale. C'était ce qu'il fallait prendre effectivement comme thème. Il faut passer vers le numérique et que tous les Maliens soient identifiables et que la jeunesse tourne vers ça maintenant. Une jeunesse consciente doit être debout, mobiliser et défendre sa patrie. Et en même temps, d'éviter de publier les images et les vidéos propagandistes des terroristes. Une jeunesse mieux outillée du mécanisme digital est un acte de lutte contre les forces du mal. Les leaders jeunes estiment qu'en renforçant les systèmes numériques du pays, ils peuvent minimiser, voire empêcher, par exemple, les attaques dans les cyberespaces qui visent à déstabiliser le pays. De ce point de vue, la digitalisation demeure un outil d'aide pouvant prévenir les actes de terrorisme et de soutien en faveur de nos forces engagées dans la lutte contre le terrorisme. Il est important de faire en sorte de ne pas tomber dans cette erreur. Cette erreur, c'est laquelle? Parce qu'on peut être terroriste sans pourtant le savoir. Véhiculer les messages de l'ennemi dans le but d'inculquer, de dominer les esprits et le comportement, le quotidien des gens. Il est important d'attirer l'attention de la jeunesse sur cet aspect afin de contrecarrer cela pour ne pas tomber dans l'erreur. La problématique, c'est que les forces de sécurité ont besoin de l'appui de la population, précisément la jeunesse, pour pouvoir signaler des activités terroristes. Donc chaque fois qu'il y a des activités suspectes, la jeunesse peut les signaler à travers des applications mobiles, à travers les réseaux sociaux ou à travers des plateformes digitales quand même. La digitalisation reste pour la jeunesse malienne un puissant levier de défense et de sécurité. C'est la raison pour laquelle les techniciens mettent l'accent sur la surveillance aux campagnes de sensibilisation et la contre-propagande, sans oublier la formation et l'éducation en ligne. Donc on peut utiliser la digitalisation, toujours le numérique, pour pouvoir propager des formations qui vont maintenant apprendre à la jeunesse à pouvoir détecter, c'est-à-dire ce genre de recrutement pour pouvoir vraiment résister aux groupes armés terroristes, pour ne pas se faire enrôler à leur insu. Outre le big data, les techniciens préconisent un système de stockage et de cybersécurité moins coûteux et plus adapté au contexte africain.
Nous restons avec les jeunes et cette fois-ci pour parler de l'investiture des militants du nouveau bureau du réseau des jeunes des partis politiques du Mali. Il est dirigé par Oumarou Sinayoko. Ce dernier engage les membres du réseau à être des acteurs dans la stabilisation du Mali. Nous retrouvons Seydou Traoré. Cérémonie sombre d'investiture mais pleine de sens. Le mandataire du président sortant passe le témoin à Oumarou Sinayoko, élu nouveau président du réseau des jeunes des partis politiques du Mali, RJPPM, le 31 mars dernier. À la tête d'un bureau de 56 membres pour 3 ans, le président Sinayoko compte mettre l'accent sur l'union des membres pour un Mali en paix et en sécurité. Il est de notre devoir, en tant que jeunes, de porter ces messages d'unité et d'encouragement. Car la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais un processus continu que nous devons tous promouvoir. La question sécuritaire est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations. Notre nation traverse une période difficile et il est crucial que nous travaillions ensemble pour bâtir un avenir sécurisé. Les responsables des jeunes des partis politiques du Mali ont aussi souhaité la clémence des autorités judiciaires pour la libération des acteurs politiques détenus. Avec la création d'un tel réseau, ça va nous amener en tout cas à échanger beaucoup et à se comprendre mieux. C'est pourquoi nous les politiques, nous avons eu la chance de se faire représenter dans ces réseaux. Et du début jusque-là à l'investiture, nous avons suivi tous les processus. Nous voudrions que cet élan de solidarité qui les anime puisse être continuel. Le thème choisi pour l'investiture est la jeunesse au service de la nation, comme pour interpeller les jeunes des formations politiques à s'investir plus dans le développement du pays. Une opportunité également de remettre des attestations de reconnaissance à certaines organisations comme la Fondation Frédéric Ebert, l'Union européenne, le Carrefour des jeunes de Bamako et le comité de pilotage de suivi des réformes. À présent, le contenu de ce communiqué envoyé à notre rédaction, le président de l'autorité indépendante de gestion des élections constate avec stupéfaction la diffusion sur les réseaux sociaux d'une plateforme de recrutement au nom et pour le compte d'une structure dénommée Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président de l'EJ rappelle que conformément aux dispositions de la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale modifiée, l'autorité indépendante de gestion des élections EJ est l'organe chargé de l'organisation et de la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales en République du Mali. Par conséquent, cet avis de recrutement est un montage grotesque qui n'engage aucunement la responsabilité de l'EJ. Le président de l'autorité indépendante de gestion des élections invite les utilisateurs des réseaux sociaux à faire preuve de vigilance face à de telles pratiques manifestement illégales, constitutives d'infractions pénales dont les auteurs et complices seront recherchés, identifiés et traduits devant les autorités judiciaires compétentes. La société PMU Mali aura 30 ans le 1er septembre. À quelques jours de cet anniversaire, le directeur général de la structure a accordé une interview exclusive à ORTM1. Au micro de Abdul Karim Kaba, Fasseri Doumia revient sur les acquis et les perspectives de la société PMU Mali. Je vous invite à suivre un extrait de cet entretien. Nous avons pris fonction en 2021, au cours de l'année 2021. Et c'est vrai que depuis lors, nous avons enregistré des résultats qui sont pour le moment assez bons. En 2023, on est à 22 585 millions. Ces résultats, ces performances peuvent s'expliquer par plusieurs éléments. Le premier élément, c'est la bonne gouvernance. Et cette bonne gouvernance est impulsée par notre ministère de tutelle, le ministère de l'économie et des finances, qui est la clé de voûte de la performance que nous sommes en train d'enregistrer. Toutes les parties prenantes à PMU Mali ont bénéficié donc de ces performances. On va commencer par l'État.
En 2023, l'État du Mali a pu empocher 42 milliards. 42 milliards au titre des dividendes, au titre des impôts et taxes. Les actionnaires du privé ont multiplié leurs dividendes par 7, soit environ 3,7 milliards. Il y a également les revendeurs. Quelle est la place des parieurs dans cette politique? Les parieurs sont notre raison de vivre. Sans les parieurs, le PMU n'existe pas. Et donc, toute notre politique est centrée sur les parieurs. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, pour faire des bénéfices, il faut réaliser des économies. Et quand nous faisons des économies, cela déjà permet aux parieurs de bénéficier d'une meilleure masse à partager. La masse à partager, c'est que quand les parieurs jouent, il y a un chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires, on déduit les charges de ce chiffre d'affaires. Donc plus on réduit les charges, plus la masse à partager va augmenter et plus ce qui va dans les poches des parieurs va augmenter. Nous allons quitter ce système déclaratif pour venir dans un système réel, transparent, qui va être connu de tout le monde. C'est également une plateforme qui va permettre de lutter, de contribuer à lutter contre le blanchiment des capitaux. Le deuxième point par rapport aux perspectives, c'est la consolidation du dialogue social. Nous savons que les syndicats constituent nos partenaires, ce sont des partenaires clés dans le développement de la société. Nous pensons qu'il y a lieu d'améliorer le dialogue avec ces partenaires sociaux de manière à ce que nous ayons une meilleure compréhension commune des problématiques qui se posent. L'anniversaire sera fêté avec toutes les parties prenantes de PMU Mali. Il faut rendre hommage à ceux qui ont créé cette société, à ceux qui ont dirigé cette société jusqu'à notre arrivée. Donc il faut déjà laisser la place aux anciens, leur rendre hommage. Et il y a également, par rapport à l'anniversaire, il y a les autorités qui nous ont permis d'être à ce niveau. Quand nous passons de 3 milliards à 22 milliards 585 millions, ça signifie que les autorités de la transition nous ont mis dans toutes les conditions pour booster notre chiffre d'affaires, pour maîtriser notre politique de maîtrise des charges. Et donc il faut quand même rendre hommage à ces autorités. Le club vient d'organiser sa rentrée solennelle 2024. Quel rôle pour les énergies renouvelables dans le développement du pays? C'est le thème débattu par les panélistes tout au long des débats. Les travaux étaient présidés par le PDG de l'AMADER, Youssouf Diakité, nous donne des détails. La rentrée solennelle 2024 pour le mandat 2024-2025 des clubs Rotract et Interact a choisi comme thématique les énergies renouvelables comme alternative. Le choix de ces thèmes se motive par le souci des clubs Rotract et Interact à apporter leur contribution à la construction de l'édifice national. Deux initiatives majeures nous tiennent à cœur cette année. La première est l'action influence, une initiative où nous nous engageons à collecter des vivres pour les distribuer aux plus nécessités. La deuxième grande activité est le don de sang. Les panélistes du jour, non moins représentants du ministre de l'Énergie et de l'Eau, a donné des éclaircissements sur l'importance des énergies renouvelables dans notre quotidien. La problématique énergie renouvelable pour un pays comme le Mali, qui dispose d'un potentiel énorme, doit être connue de tout le monde. Et surtout le travail de fond qui est en cours au niveau du département pour pouvoir mettre en valeur ce potentiel, je crois que c'était une opportunité que le département ne pouvait pas rater. Cette rentrée solennelle 2024 a enregistré la présence des clubs Rotract amis venus d'ailleurs. Fin des travaux des camps d'innovation pour les jeunes influenceurs du projet FOCABEN, trouvons la solution, le Search for Common Ground. Les travaux ont été marqués par la distinction de 10 groupes de jeunes influenceurs sur 14. On en sait plus avec Agibou Koulibaly. Ce camp d'innovation pour les jeunes influenceurs du projet FOCABEN, trouvons la solution de Bamako a comblé toutes les attentes. Au cours de ce camp, 14 ont compétit et 10 ont été distingués.
C'est le groupe Benkan qui a occupé la première place. Je suis très contente d'avoir remporté la première place avec le projet que j'ai soumis aux membres du jury et au projet Fokaben. Le projet s'intitule Benkan, Voix de paix. Son objectif est de lutter contre la désinformation sur le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. Pour Search for Common Ground, l'approche Youth 360 implique les jeunes dans toutes les activités, depuis l'analyse collaborative du conflit jusqu'à la mise en œuvre des initiatives. Et nous avons un réseau de 120 influenceurs communautaires qui ont été formés sur l'approche Common Ground, sur les techniques de vérification des faits et sur notre initiative de Youth 360 qui consiste à faire une analyse des conflits, ensuite avoir des idées ou faire des propositions, ensuite l'octroi des subventions et la mise en œuvre. Vous savez, les réseaux sociaux occupent une place très importante aujourd'hui. Il y a les statistiques au niveau mondial qui indiquent que près de 80% des jeunes ont accès, les jeunes de moins de 25 ans ont accès aujourd'hui aux réseaux sociaux. Au Mali aussi, il en est de même. Et l'usage malsain de ces réseaux sociaux-là peuvent être à la base de certaines tensions et mettre à mal la cohésion sociale et le vivre ensemble. Donc c'était vraiment indiqué pour nous. Le projet soutient également le gouvernement dans la consolidation de la paix et la prévention des défis émergents. C'est un projet qui est là pour consolider la paix, renforcer la cohésion sociale. Donc c'est pour cela que notre ministère chargé de la communication essaye maintenant de profiter et communiquer aussi autour des sujets de ce projet et à travers l'appui de ce projet pour renforcer la cohésion sociale et puis renforcer la paix à travers la lutte contre la désinformation sur le territoire national. Rendez-vous est pris pour le camp d'innovation pour les jeunes et influenceurs du projet Fokaben. La cellule interconsortia Mali-Mauritanie fait le bilan de 4 ans d'activité du programme de développement d'urgence ici à Bamako. Ce programme a touché 19 communes du Mali et une de la Mauritanie. Des milliers de personnes vulnérables ont bénéficié de soutien de ce programme mis en œuvre par 4 ONG internationales. Seydou Traoré a fait le reportage. Ce 4e et dernier comité de pilotage boucle les activités du programme de développement d'urgence PDU après 4 années d'activités d'aide humanitaire et de développement composé des ONG Action contre la faim, International Rescue Committee, Humanité et Inclusion et Chef Children expose les acquis et les difficultés aux structures de l'État. Le PDU-UE s'inscrit dans les stratégies régionales de stabilisation des espaces transfrontaliers en vue de contribuer à la protection des ménages face à la vulnérabilité extrême liée au conflit et au renforcement de leurs moyens d'existence. La cellule interconsortiale placée sous le lead de Hachi a assuré l'animation d'espaces d'échange entre les opérateurs sur le terrain et les représentants de l'État. Le programme de développement d'urgence a bénéficié du financement de l'Union européenne, un partenaire qui reconnaît les efforts des équipes en charge de sa mise en œuvre en harmonie avec la consolidation de la paix. Ce programme donnait tout son sens pour vraiment venir en appui aux populations maliennes et c'est l'engagement de l'Union européenne depuis plusieurs années et qui se poursuit encore. Au commissariat à la sécurité alimentaire, le PDU est perçu comme un modèle intégré dans la réduction des causes profondes de la vulnérabilité. Il a été mis en œuvre grâce à un travail intense et de qualité depuis plus de 4 ans dans 19 communes des régions de Ségou, Mopti, Douanzan, Badjangara, Gao, Tombouctou et dans la région du Haut-El-Chargui en Mauritanie. Pendant les 4 ans de mise en œuvre du programme, des résultats tangibles ont été obtenus dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'accès aux services de base, de l'appui à la résilience. Cette rencontre du comité de pilotage est organisée en marge de la clôture du programme prévue pour la semaine prochaine. Voyons à présent l'actualité dans nos régions. Les forces vives de la région de Tombouctou ont organisé une caravane de soutien aux forces armées maliennes engagées sur le théâtre des opérations à Tinzaouaten. Elles ont dénoncé et condamné l'implication de l'Ukraine dans les attaques perpétrées contre les FAMA. Les précisions de Najim Babasisi. Les forces vives de Tombouctou dans leurs composantes sont sorties en caravane pour exprimer leur soutien aux forces armées maliennes engagées sur les théâtres des opérations à Tinzaouaten dans la région de Kidal.
Cette caravane a pris son départ de la place Sankoré en passant par les grandes artères de la ville jusqu'à la place de l'Indépendance, où ils ont été accueillis par les autorités régionales avec une déclaration. C'est l'occasion pour nous, ce jour 12 août 2024, de manifester à travers cette marche pacifique populaire les soutiens inconditionnels des forces vives de Tombouctou aux forces armées de sécurité du Mali en général et particulièrement celles déployées à Tizawatan pour la sécurisation de personnes et leurs biens. Dans cette foule nombreuse se trouve l'association des veuves des militaires, des groupements de femmes qui sont venus encourager les braves femmes et leurs partenaires dans la reconquête intégrale du territoire national. On est là pour dire vive le Mali, vive ses alliés. Nous sommes engagés à soutenir notre femme jusqu'au bout. Nous sommes là cet après-midi pour soutenir nos enfants. C'est les forces armées et de sécurité qui sont en train de lutter pour nous. Au nom du gouverneur, le directeur de cabinet a salué et félicité les initiateurs pour leur acte patriotique. Vous avez toujours été nombreux. À chaque fois que la nation, à chaque fois que les autorités ont besoin de vous pour soutenir les femmes, soutenir les autorités de la transition en des temps difficiles. Et nous ne sommes en aucune manière étonnés de vous voir ce soir également, femmes, jeunes et vieux, légitimité traditionnelle, Tombouctiens tout court, sortis nombreux et nombreuses pour soutenir les femmes. Des tableaux de distinction ont été remis en signe de reconnaissance aux gouverneurs et aux commandants de zone pour leur engagement aux côtés de la population de la région. Cette caravane de soutien a été encadrée par les forces de défense et de sécurité et s'est déroulée sans incident. Et nous continuons à recevoir des communiqués de soutien aux femmes dans leur lutte contre les terroristes. Il s'agit du comité des sages pour le développement local de Niamakoro, de la confrérie des Donzo du Mali, du Rassemblement démocratique africain Mali, de l'Association pour le développement de Fuladougou, de l'Association malienne de lutte contre le terrorisme, la drogue et le trafic des personnes en Afrique de l'Ouest, de l'Association pour le développement du cercle de Kenyeba, du Parti africain progressiste Nieta et du Parti de l'Union des patriotes pour le renouveau. Tous présentent leurs condoléances aux familles des victimes et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Ils appellent le peuple malien à l'union sacrée et à la solidarité autour des femmes. À Kayes, on parle de la signature de convention de partenariat entre le Conseil régional de la société civile et le Conseil régional du patronat. Objectif, rehausser le développement économique de la région de Kayes. Le reportage de Kabadjara. Le conseil patronal de la région de Kayes et le conseil régional de la société civile sont désormais unis à travers une convention qu'ils ont signée le samedi 10 août 2024 à Kayes. Ces deux grandes forces patriotiques ont donc décidé de se donner la main afin de booster le développement économique de la région de Kayes. Chères forces vives de Kayes, du haut de cette tribune, nous lançons un appel fraternel à tous les Kayesiens et à toutes les Kayesiennes de l'intérieur et de l'extérieur de soutenir cette initiative salvatrice qui cadre parfaitement dans la dynamique du Mali-Koura qui oblige le Kayes-Koura. Tout comme le Mali-Koura, Kayes-Koura exige de chacun de nous et de chacune de nous un changement de comportement, un engagement citoyen indéfectible et inconditionnel pour un Kayes émergent où il fait bon vivre. Il y a bientôt 10 ans, on cherche à accorder les violons ensemble pour soutenir la région de Kayes, qui est tout le temps derrière toute la région. Or qu'on a 1 million de ressortissants de diaspora. Donc on dit que ça ne va pas. Donc il faut qu'on unisse notre force, patronat et la société civile, ensemble pour qu'on puisse faire quelque chose. Dans son intervention, le représentant du gouverneur a salué cette belle initiative des deux désormais partenaires qui sont le patronat de Kayes et le conseil régional de la société civile. Le partenariat, cela suppose qu'il y a entente entre les parties, ce qui est d'abord à saluer. Le partenariat suppose aussi que les parties veulent mutualiser les efforts afin de progresser, autrement faire booster le développement régional. Et c'est en cela que nous saluons vivement cette initiative. Nous leur retirons toute notre disponibilité à les accompagner. La signature de convention a mis fin à la cérémonie.
Le secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a effectué une visite à Koulikoro. Ce déplacement de Djagan Chapagan s'inscrit dans le cadre du renforcement de la collaboration entre la Fédération et la Croix-Rouge malienne sur le plan humanitaire. La correspondance de Djemba Moussa Kounati. Renforcer les relations humanitaires, renforcer la collaboration entre la Fédération internationale, la Croix-Rouge malienne et le Croissant-Rouge, c'est tout le sens de cette visite de terrain de Djagan Chapagan, secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'hôte du jour a tout d'abord échangé avec le staff et les volontaires de la Croix-Rouge malienne de Koulikoro pour partager ses expériences avec eux avant de visiter certaines réalisations des différents programmes qui sont en cours d'exécution par sa structure dans la deuxième région. Il s'agit de la banque de céréales construite pour la communauté de Kayo, la maternité construite dans la cour de l'association de santé communautaire Sikidia de Massala et les périmètres maraîchers de Djalakorobougou. Je viens de visiter la branche de la Croix-Rouge et j'étais impressionné par les activités que la branche de la Croix-Rouge mène ici à Koulikoro. Je suis particulièrement très impressionné et je donne ici l'engagement que la Fédération va continuer à soutenir la Croix-Rouge malienne et ses branches. Comme vous le savez, les besoins au Mali sont immenses, sont énormes, mais notre engagement aussi est énorme et immense. Et nous allons continuer à soutenir, à appuyer les populations du Mali autant que nous pouvons parce que notre mandat c'est de soutenir toutes les populations vulnérables sur toute l'étendue du territoire en tant qu'organisation auxiliaire du pouvoir public. Les bénéficiaires estiment que les appuis de la Croix-Rouge ont permis d'augmenter leur productivité. Dans le cadre du maraîchage, comme appui, nous avons vu des motopompes, des grillages et des variétés de semences pour accroître notre production. Cela a été très bénéfique pour nous. Dans le cadre du renforcement institutionnel, les membres du comité régional ont sollicité auprès du secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge la construction d'un hôtel sur le site du comité régional pour le bonheur de la population de Koulikoro. En troisième région, la coordination des associations de jeunes des quartiers de Sikasso veut promouvoir la cohésion sociale entre les jeunes et cela par des actions de développement et de citoyenneté. Elle a initié une activité de plantation d'arbres dans l'enceinte de la station régionale de l'ORTM et série sur le gâteau la visite surprise du gouverneur de la région. Kanté Marie-Claire Damélé a saisi l'opportunité pour visiter les installations de l'ERTM. Le reportage de Moussokoro Serimi. Une matinée du 12 août, pas comme les autres pour les agents de l'ERTM. En effet, la station reçoit dans sa cour la coordination des associations de jeunes des quartiers de Sikasso, engagées activement à contribuer à la lutte contre le changement climatique. Ce sont au total 200 plants de capoquiers, de fromagers, de calcédra et d'eucalyptus qui vont être plantés par ces acteurs du changement pour transformer 2 hectares en un véritable espace vert. La jeunesse est le moteur de la société et c'est la jeunesse qui représente une nation. Si on a une jeunesse forte, une jeunesse travailleur, donc la nation sera forte et la nation va travailler. Au nom du directeur général, au nom de toute l'administration de l'ERTM, nous disons merci. Ça permet de sécuriser la cour. C'est un exemple pour les populations que planter un arbre est un devoir citoyen. Et que chaque citoyen, en ces moments difficiles, en ces moments de changement climatique, doit s'approprier cela pour la postérité. Bien plus qu'une action citoyenne et écologique, cette initiative symbolise l'union entre les jeunes du quartier à participer pleinement aux actions de développement et traduit l'attachement de la population de Sikasso à son outil de communication. La situation de nos écosystèmes, c'est la dégradation continue. C'est-à-dire pour des raisons climatiques d'abord, et puis aussi pour des activités humaines. C'est par des actes comme ça qu'on peut vraiment supporter tout ce que nous connaissons comme problème climatique. C'est aussi une gestion durable en faveur de la lutte contre la déforestation, du renforcement de la biodiversité et de la protection de l'écosystème. Ils sont en train de montrer à toute la population de Sikasso qu'ils peuvent relever les défis.
En marge de cette plantation d'arbres, la chef de l'exécutif régional et sa délégation ont visité les locaux de la station de l'ORTM pour s'enquérir des conditions de travail du personnel. Hivernage Tour, le mouvement Ambiko a procédé au curage du collecteur de Sibiribougou, des actions citoyennes qui permettent de lutter contre les cas d'inondation. Aliou Abdoulaye Touré pour les explications. Le mouvement Ambiko a décidé de prendre les choses en main en cette période d'hivernage pour minimiser les risques d'inondation. C'est ainsi que le mouvement a initié l'assainissement et le curage du collecteur de Sibiribougou pour permettre l'évacuation correcte des eaux. Ça fait 3 ans que nous organisons l'hivernage tour qui consiste à curer les collecteurs, les caniveaux et à ramasser les ordures dans chaque commune de Bamako. Et nous sommes à la 7e semaine qui est ce samedi. Donc nous avons décidé de dédier cette semaine aux FAMA pour soutenir l'armée malienne. Lors des caravanes scolaires, du Ramadan, de la fête de Tabaski, nous sommes avec les veuves militaires, les orphelins ainsi que les blessés de guerre. Aujourd'hui, nous avons décidé de venir en commune 4, précisément à Sibiribougou, pour montrer aux FAMA que nous sommes de cœur avec eux, nous prions pour eux. Le président de la délégation spéciale de la commune 4 du district de Bamako apprécie à sa juste valeur l'initiative du mouvement Ambiko. Le contexte actuel de notre pays demande que chacun se bat à sa manière, dans son contexte. C'est pourquoi on nous avait dit un moment dans un jargon que la récréation est terminée. Il s'agit pour nous de nous adonner au travail. Il n'y a pas de pays qui pourra être construit sur le mensonge. Nous sommes obligés de travailler. Encore une fois, merci au mouvement Ambiko. La tâche est immense et le mouvement Ambiko a déployé des gros moyens pour dégager les obstacles qui empêchent le passage d'eau dans le collecteur, comme cela se doit normalement. L'Office national des pupilles en République du Mali apporte sa pierre à la régénération du couvert végétal. La structure a entamé une campagne de reboisement à Kati. Près de 100 plants d'arbres seront mis en terre devant 22 familles de victimes de guerre. L'objectif est d'inculquer les notions de citoyenneté et de civisme aux pupilles. C'est ce que nous dit Batraoré. Des plants d'arbres mis en terre devant la famille Cissé à Kati. Cette famille fait partie des familles victimes des guerres et l'ONAPUMA, l'Office national des pupilles en République du Mali, a sa manière à elle de leur rendre hommage. Une activité citoyenne, une responsabilité citoyenne. Les pupilles ne peuvent pas rester en deçà de cela. Donc nous leur inculquons cette responsabilité de leur bas âge. On n'est pas trop jeune pour pouvoir prendre sa responsabilité, surtout quand il s'agit de la cité. Alors nous avons lancé cette caravane de reboisement pour leur inculquer cet esprit de sauvegarde et d'entretien de l'environnement. Nous avons choisi cette année les plantations dans les familles pour que ces enfants puissent tous les jours arroser ces arbres. L'opération consiste à mettre en terre près d'une centaine de plants d'arbres devant 22 familles de victimes des guerres de la ville de Kati. La que vous allez poser ce matin à Kati, elle est vraiment salutaire parce que depuis à bas âge, si on écrit aux enfants comment planter les arbres et comment les entretenir, je pense que c'est une très bonne chose. L'État du Mali, à travers plusieurs autorités du Mali, ont mis en place votre structure qui est l'ONAPUMA pour accompagner et soutenir les enfants des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Je pense que c'est une très bonne chose qui doit être encouragée. Cette campagne de reboisement s'étendra à Bamako où 100 autres plants d'arbres seront mis en terre devant 100 familles victimes des guerres selon la directrice générale de l'ONAPUMA. Pour beaucoup de citoyens, le procureur est perçu comme étant aux ordres du pouvoir politique. La réalité est bien différente. La fonction du procureur s'exerce non pas au nom du gouvernement, mais de la République. Il est en quelque sorte l'avocat de la nation. Quelles sont les compétences du procureur? Comment saisir le procureur de la République quand on est victime? Voyons les réponses dans la chronique judiciaire, une réalisation de Garibou Pérou et de Haruna Diara.
Violence urbaine, pédophilie, terrorisme, délinquance économique, cybercriminalité, il est là le procureur de la République, présent dans toutes les affaires, soit sur information des services de police, de la gendarmerie ou à la suite d'une plainte. Le procureur de la République déclenche ce qu'on appelle l'action publique contre les présumés contrevenants, délinquants ou criminels. Le procureur de la République est le garant de la stabilité, de la paix et de la tranquillité de son ressort. En tant que directeur de la police judiciaire, je dirais, le procureur de la République donne des ordres aux enquêteurs pour la bonne marche des différentes procédures. Le procureur de la République contrôle les placements, les prolongations de garde à vue, les conditions de détention dans les maisons et quartiers pénitentiaires. Le procureur de la République met en mouvement la politique pénale de l'État ou du gouvernement. Le procureur de la République, un des rôles phares, c'est la poursuite des infractions pénales. À ce titre, le procureur de la République soutient l'application de la loi. Le procureur de la République présente oralement ses réquisitions devant les cours et tribunaux, mais n'est pas tenu d'assister aux délibérés. Ce rôle est entièrement attribué au juge. Le procureur requiert, soutient l'application de la loi, mais ne participe pas à la délibération des décisions de justice. Toute personne victime d'une infraction peut porter plainte auprès des services de police ou de gendarmerie. La plainte peut également être adressée directement au procureur de la République. Vous avez le choix. Soit vous venez, vous portez plainte au niveau du parquet ici. On fait un soit transmis, adressé à nos unités d'enquête. Soit vous partez directement au niveau des unités d'enquête pour faire votre plainte. Dès que vous faites votre plainte au niveau des unités d'enquête, ce dernier a l'obligation d'informer directement le procureur de la République. Placé sous l'autorité du procureur général et du garde des Sceaux, le procureur de la République veille au respect de l'ordre public et à l'application de la loi. Il représente le ministère public devant les juridictions de l'ordre judiciaire. La page spéciale AES, c'est juste après ceci. L'actualité dans les pays de l'AES nous amène d'abord au Burkina Faso, où les travaux de la 11e conférence des ministres du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain CODEFA ont pris fin. La rencontre de Ouagadougou a été sanctionnée par l'adoption d'une vingtaine de résolutions, parmi lesquelles le changement de dénomination de l'organisation. Le ministre Andogoli Guindo était de la rencontre. Ismaël Saturnin Paré de la RTB aussi. Après une journée meublée de travaux de réflexion et d'échange, la 11e conférence des ministres du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain CODEPA referme ses portes sur une note de satisfaction, avec à la clé une vingtaine de résolutions. Des résolutions qui vont permettre d'insuffler une nouvelle dynamique à l'organisation. La conférence engage le secrétariat général à prendre toutes les dispositions nécessaires pour communiquer davantage sur les dites réunions à l'effet de susciter leur tenue régulière. La conférence instruit le secrétaire général de s'engager dans la mobilisation des ressources alternatives à travers la recherche de partenariats avec les institutions, les partenaires techniques et financiers, les organisations intergouvernementales. Par ailleurs, elle exhorte à poursuivre les efforts visant à instaurer un marché intérieur de consommation des produits artisanaux dans l'espace CODEPA. L'une des innovations majeures à cette rencontre de Brazzaville, c'est le changement de dénomination de CODEPA en ODEPA.
Organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, une nouvelle dénomination pour mieux répondre aux aspirations des artisans. Et cette 11e conférence marque un tournant décisif selon les participants, dans la mesure où elle permet d'asseoir les bases d'une organisation forte. On considère l'artisanat comme étant un levier important pour le développement du continent, parce qu'il s'agit d'un secteur qui touche l'ensemble des composants de notre société. C'est un secteur qui contribue également à plus de 70% en termes de matières premières au secteur de l'industrie. Nous venons avec beaucoup de détermination, et surtout pour renouveler l'engagement justement à être dans cette organisation qui, nous sommes sûrs, pourra constituer un levier puissant pour booster l'artisanat africain. L'un des temps forts à cette cérémonie de clôture, Madame Jacqueline Lydia Mikolo est investie par ses pairs, présidente en exercice de l'organisation. Un mandat qu'elle entend placer sous les signes de la consolidation des acquis ainsi que de l'innovation. Ces ambitions prioritaires peuvent être résumées autour de 3 axes principaux. Le premier, élargir l'adhésion des pays non encore membres. Deuxièmement, renforcer la mobilisation des ressources financières pérennes. Enfin, développer une galerie virtuelle de l'artisanat africain. C'en est fini pour la 11e édition de la conférence des ministres du CODEPA. Rendez-vous est pris au Maroc pour l'édition de 2025. Mais avant, les délégations prendront part à la 2e édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, FIAC. Beaucoup de Maliens mènent des activités socio-professionnelles au Burkina Faso. Ils sont dans l'enseignement, le commerce, l'artisanat. Bref, beaucoup s'illustrent bien dans ces domaines. Nongoba Kouda et Weidama Achille Kabouré sont allés à la rencontre d'un des leurs. Il est teinturier. Je vous invite à le découvrir également. Centre national de formation en artisanat d'art, Birgui Julien Ouedraogo. Une des vitrines de la culture burkinabé. Ici, s'activent des créateurs d'objets d'art qui, à travers leurs œuvres, essaient de traduire une forme de représentation sociale. Lui est teinturier. Il est de nationalité malienne. Voilà une quarantaine d'années qu'il exerce ce métier. Il fait ses preuves ici, dans le Bogolan. Le Bogolan, donc les teintures végétales. Ces teintures-là sont issues de la terre, des feuilles, des écorces, des graines. Tout est naturel et végétal. Le processus de travail, d'abord, la teinture végétale, elle se fixe sur du coton et de préférence sur les cotons filés à main. Et après ça, il faut faire les dessins sur le tissu, donner la forme de ce qu'on veut faire. Chef de l'atelier teinture, Habibou Koulibaly partage ce savoir-faire reçu de sa grand-mère avec la jeune génération. Je n'ai pas allé à l'école, je ne connais rien qu'aujourd'hui, à cause de son connaissance, j'ai pu réaliser beaucoup de choses. Ça me fait vivre ça fait presque 20 ans et quelques, je suis dedans. Je suis rentré dans le domaine à travers les amis en fait. Je venais échanger avec eux. Voilà, et quand ils travaillaient, j'avais la passion, je regardais faire. Bon, voilà, finalement je me suis enrôlé là-dedans. Ils m'ont initié. Bon, de nos jours, c'est ce que je fais. Et je ne peux pas me plaindre. Habibou Koulibaly a fait le tour du monde grâce à son travail. On peut, dans un travail, on peut se marier, avoir des enfants, payer l'étude de ses enfants, avoir sa propre maison. Eh bien, Dieu merci. Arrivé sur le sol burkinabé en 1977, ce teinturier dit être chez lui au Burkina Faso. Il retrouve tout ce dont il a besoin ici. Les gens ne savent même pas que je ne suis pas d'ici. Tous ceux qui sont là sont mes amis, des copains, des parents. Vraiment, je suis bien intégré. Quant à la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qu'il trouve une bonne chose, Habibou Koulibaly veut qu'elle tranche avec les autres regroupements de pays africains. Si l'AES arrive à fermer cette porte-là, elle sera la bienvenue. Donc ça va être une intégration. Donc si on permet les gens de partir, ça veut dire qu'ils sont protégés. Leur bien aussi est protégé. Chaque année, Habibou Koulibaly retourne au Mali pour se mettre à niveau dans la production du Bogolan. Il affirme que de nos jours, l'activité est confrontée à certaines difficultés liées à la disponibilité des matières végétales et au timide écoulement des produits du fait de la situation sécuritaire.
Le Premier ministre nigérien est en visite en Algérie. Il a déposé hier lundi une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs d'Alger et tenu une importante réunion avec les membres du gouvernement algérien, envoyés spéciaux Abari Amiti et Ousmane Sani. La visite du Premier ministre en Algérie a débuté ce lundi matin par le dépôt de gerbes de fleurs au sanctuaire des martyrs à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale, guerre menée contre la France colonisatrice. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Arkab Mohamed, a fait une brève présentation de l'histoire de l'Algérie et certains monuments de la ville au Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen et sa délégation. Par la suite, la délégation nigérienne s'est rendue au palais du gouvernement. Le Premier ministre Nadir Larbaoui a accueilli ses hôtes, une forte délégation composée des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement. La sécurité, le transport, la culture, la communication, les routes, entre autres, ont été abordées par les deux délégations lors de cette importante réunion présidée par les deux premiers ministres. Notre pays a tenu à venir en Algérie pour d'abord exprimer son parfait engagement et sa volonté de renforcer ses liens avec tous les voisins sincères qui le veulent bien. Le Niger et l'Algérie entendent renforcer davantage leurs relations économiques. Toujours dans le cadre de sa visite, le Premier ministre nigérien s'est rendu au Conseil national et visité le musée des martyrs et la grande mosquée d'Alger. Des visites importantes qui ont permis à la forte délégation nigérienne d'échanger et de découvrir l'histoire et les monuments de l'Algérie. Nous retrouvons Abari Amiti et Ousmane Sani de la télévision nigérienne. Dans l'après-midi du lundi, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a effectué plusieurs visites. La délégation nigérienne s'est rendue dans un premier temps au Conseil de la Nation d'Algérie. Reçue par le président de ce conseil, la délégation a largement échangé avec Salah Goudjil et son équipe sur les relations historiques entre le Niger et l'Algérie, les liens forts d'amitié, de fraternité, de voisinage, l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui a rendu le Niger souverain, le départ de toutes les forces étrangères, la lutte implacable contre le terrorisme. Le Niger, a répété, le Premier ministre a tenu malgré l'embargo imposé à lui grâce au soutien des pays de l'AES et d'autres pays amis. De ce fait, l'Algérie doit investir et tenir sa place de bon voisin pour le développement socio-économique de la région. Nous avons décidé de redonner un tonus à notre coopération. Et en cela, nous ferons en sorte que très rapidement, les projets communs que nous avons soient rapidement mis en route pour leur réalisation au profit de nos deux peuples. La délégation s'est par la suite rendue au musée national de Moudjahid, un musée qui retrace la période coloniale française de 1830 à 1962, l'invasion, la domination, les massacres et l'imposition de la France en Algérie sont décrits au Premier ministre et à sa délégation. Le coup de l'éventail de 1827, l'histoire de l'émir Abdelkader et bien d'autres révolutionnaires ont été exposés. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a, à la fin de la visite, signé le livre d'or du musée national Moudjahid. Le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du CNSP et du gouvernement, a prié dans cette mosquée et visité le minaret qui donne une vue panoramique sur Alger au 38e étage. Une visite d'intérêt culturel dans un pays tourné vers la modernité. Et c'est ce qui met fin à la page spéciale AES de cette édition. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Ne décrochez pas, restez en compagnie de nos programmes. Bonsoir.